Il est 14 h, merci beaucoup d'être avec nous dans l'après-midi info sur BFM TV. À la une de l'actualité, à Marseille, un homme a été abattu dans sa voiture par un tueur à gages. Le suspect n'a que 14 ans, c'est le commanditaire qui a appelé lui-même la police pour donner son identité et la victime n'était pas la cible de ce règlement de compte. Tous les détails dans ce journal. À la une également, Michel Barnier est contraint de reculer sur le report de la réévaluation des pensions de retraite. Le Premier ministre se dit ouvert à d'autres solutions. Le gouvernement envisageait un report de 6 mois, ce à quoi Marine Le Pen s'est dite opposée. On en parlera en plateau avec Anne-Sora Dubois du service politique. L'embrasement se poursuit au Proche-Orient. Israël annonce qu'il prépare une réponse à l'attaque de l'Iran et appelle la population du centre de la bande de Gaza à évacuer avant une action à l'encontre du Hamas. Au Liban, le nord du pays est désormais visé aussi, notamment à Tripoli. On en parle dans un instant avec le général Pellistrandi. Mais d'abord donc ce nouveau meurtre à Marseille, un chauffeur de VTC a été tué par balle, mais plus surprenant, le suspect est un jeune tueur à gages qui n'a que 14 ans. Oui, c'est son commanditaire qui l'a dénoncé à la police parce qu'il s'est trompé de cible. Stéphane Selamy, Mathias Tesson, Cindy Chevaux avec Raphaël Redon. Un pare-choc déchiqueté devant une école élémentaire marseillaise. Hier, vers 4h30, ce Renault 4 percute l'entrée de l'établissement. Un choc violent qui réveille cette mère de famille. J'ai écouté un bruit très fort et après le klaxon. Ils n'ont pas arrêté plusieurs minutes. Ils ont fait tout le temps. Et après, ils ont crié et ça y est. Il n'est pas marché à l'école parce qu'ils ont dit que c'est un accident. J'ai écouté la police comme ça et ils ont reçu des mails dans l'école. Le conducteur du véhicule est mortellement blessé par balle à l'arrière du crâne. L'auteur présumé, un adolescent âgé de 14 ans, est rapidement interpellé par la police après avoir pris la fuite. S'il a pu être retrouvé aussi facilement, c'est parce qu'un témoignage inattendu est parvenu aux forces de l'ordre, celui du commanditaire même du meurtre. Incarcéré à la prison de Luynes, il affirme être membre de la DZ Mafia, célèbre gang de narcotrafiquants marseillais. Mais alors, pourquoi a-t-il dénoncé son homme de main ? Le détenu de Luynes a précisé qu'il avait balancé le mineur recruté sur les réseaux sociaux pour un projet d'assassinat parce qu'il n'avait pas bien fait son travail. Le commanditaire reproche au jeune homme de ne pas avoir brûlé le véhicule après avoir commis le méfait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car la personne tuée ne serait pas celle initialement visée. Ce serait un différend qui aurait poussé le tueur à gages à tuer ce chauffeur VTC. Le procureur de la République de Marseille tiendra une conférence de presse ce dimanche à 10h30 pour révéler les contours de cette affaire. Ce sont des jeunes, très jeunes, qui sont prêts à tuer pour de petites sommes, comme nous l'a indiqué tout à l'heure Frédéric Ploquin, qui est spécialiste du grand banditisme. On recrute des gamins de 14-15 ans dont on retourne le cerveau en quelques clics sur Instagram et qui sont prêts à tout. A priori pour un petit billet, là. Il y a l'appât du gain, mais c'est pas grand-chose. Dans les affaires qui ont été décortiquées sur Marseille, on s'est rendu compte que c'était plus du tout les sommes qu'on imaginait et qu'on pouvait tuer pour finalement quelques petits billets. Ces jeunes-là, je pense aussi qu'ils ont, ils tuent probablement des gens régulièrement sur les jeux vidéo. Et pour eux, c'est exactement la même chose de franchir. Enfin, ils sortent de chez eux et ils vont faire a priori comme ils font dans les jeux vidéo, où on appuie sur une touche. Là, ils appuient sur un revolver. En plus, ils se trompent de cible. Dans un jeu vidéo, c'est pas grave, mais dans la vraie vie, là, il y a quand même une victime. Et Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV nous a rejoint. Bonjour, c'est un nouveau phénomène, ces très jeunes tueurs à gages. Quel est leur profil? Quels sont les chiffres dont on dispose? Oui, c'est un scénario qui fait littéralement froid dans le dos, un scénario assez inédit, même si on remarque depuis quelques années que ce phénomène, il a tendance à récupérer. Rudy Mana du syndicat Alliance Police, qu'on a pu entendre ce matin sur BFM TV, explique qu'il n'a jamais vu un tel cas de figure en plus de 25 ans à Marseille. À côté de cela, il y a la vérité des chiffres concernant l'implication des mineurs dans les délits, et ces chiffres, ils sont plutôt à la baisse. En 2024, en zone urbaine dans le département des Bouches-du-Rhône, on va prendre quelques exemples. En ce qui concerne le trafic de stupéfiants, 35,87% des personnes mises en cause sont mineures, contre 35,37% en 2023. En ce qui concerne la délinquance de voie publique, 20,6% des personnes mises en cause mineures, 26% en 2023. Et puis d'une manière plutôt générale, 9,3% des personnes mises en cause sont mineures, contre 11% en 2023.
Comment ces jeunes, ces mineurs sont-ils recrutés, Boris? Alors ces mineurs, principalement recrutés depuis des cellules de prison. Ce sont des commanditaires qui sont écroués, qui passent des coups de fil, qui vont sur les réseaux sociaux pour proposer d'importantes sommes d'argent à des jeunes pour réaliser donc ces contrats. Quand on parle de contrats, on va pas se mentir, on parle d'assassinat. Des mineurs relativement jeunes, entre 14, 15, 16 ans. Souvenez-vous, en avril dernier, il y a un visage qui a marqué les esprits. C'est le visage de Matteo, 18 ans, suspecté de 5 meurtres. Ce jeune homme, il s'était en réalité filmé sur les réseaux sociaux. Il portait une cagoule, il était relativement hilar. Et en fait, il racontait qu'à plusieurs reprises, il avait commis des assassinats et que selon ses mots, il enchaînait même les contrats. C'est l'une des rares fois où un tueur à gages avait pris, on va dire publiquement la parole, du moins face caméra. Ces mineurs, donc tueurs à gages, ils agissent à Marseille, mais dans d'autres grandes villes, Lyon, ou encore à Lille. Souvent, ils sont recrutés en région parisienne. On leur dit, allez faire ce contrat-là, honorez ce contrat à Marseille, on vous paye le billet TGV, vous réalisez ce contrat, et puis vous rentrez chez vous en région parisienne pour des sommes assez astronomiques, comme Frédéric Ploquin l'a annoncé tout à l'heure. Extraordinaire. Merci beaucoup, Boris Karlamov. C'est assez hallucinant, ces chiffres et ces informations. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, ce sujet qui avait provoqué de nombreuses réactions, c'est le report de la revalorisation des pensions de retraite. Hier, le Premier ministre Michel Barnier n'a finalement pas exclu de bouger sur la question si les parlementaires lui proposaient d'autres solutions. Marion Berger. Pour trouver des économies, le gouvernement envisage de reporter de 6 mois l'indexation des retraites sur l'inflation. Levée de bouclier dans les oppositions. Pour la gauche, il est impensable de s'attaquer aux retraités. Il est hors de question de toucher aux pensions de retraite. Pour la première fois, vous savez que le niveau de vie des retraités est passé en dessous du niveau de vie du reste de la population. Est-ce qu'on veut une société où nos aînés vivent plus mal que le reste de la société ? Le Rassemblement national s'oppose également à cette mesure et propose d'autres pistes d'économie. Je pense aux dépenses d'immigration. Je pense également à la contribution nette au budget de l'Union européenne qui est considérable. Et d'ailleurs, il est prévu dans le budget 2025 de l'augmenter de 8%. Je pense également à la fraude fiscale et sociale qui est une réalité et au millefeuille administratif. Face à ces contestations, Michel Barnier se dit ouvert au dialogue. C'est un effort général qui est demandé, mais j'ai dit aussi, donc je réponds, que si dans la discussion parlementaire qui est ouverte, qui est libre, les parlementaires sont responsables aussi de cette discussion budgétaire, s'il y a de nouvelles idées ou d'autres idées pour trouver d'autres moyens, je suis ouvert. Une fronde à laquelle il va devoir faire face au Parlement, mais aussi au-delà. Les organisations syndicales s'insurgent contre une possible mesure qu'elles considèrent injuste. Elles rappellent que depuis janvier 2017, les pensions de retraite n'ont augmenté que de 13,6%, quand l'inflation atteint plus de 19% sur la même période. Et ce matin, le ministre du Budget s'est expliqué sur le sujet. On écoute Laurent Saint-Martin qui était à Lyon au micro de Damien Charton. Je crois qu'il faut être très clair. On a toujours dit que les retraites en 2025 seraient indexées. La question est de savoir si elles sont indexées au 1er janvier ou au 1er juillet. J'ai eu l'occasion déjà de dire que la revalorisation des retraites au 1er janvier avait été de plus de 5%, dans un contexte d'inflation qui recule, qui est aujourd'hui à un peu plus de 2% et qui devrait être en 2025 à moins de 2%. Donc c'est cette question-là qu'il nous faut avoir. Vous savez, moi je suis un ancien parlementaire et je crois au débat parlementaire. Je crois aussi aux faits. Encore une fois, la question n'est pas de savoir si il faut désindexer ou pas nos pensions, elles seront indexées. Donc là-dessus, le débat est clos et derrière nous. La question c'est à quel moment on indexe les retraites. Est-ce que c'est au 1er janvier ou au 1er juillet ? Le débat est clos, pas vraiment, Anne-Sora Dubois, du service politique. Absolument pas. Vous lui confirmez, Michel Barnier qui s'est donc dit ouvert à trouver d'autres voies, d'autres solutions à cette réévaluation, à ce report de réévaluation des retraites. C'est quoi, c'est un genre de pas en arrière ? C'est pas vraiment un pas en arrière, non, parce qu'il n'a pas dit, Michel Barnier, je vais pas le faire. Il a dit, si vous avez d'autres idées pour compenser de façon équivalente cette économie qu'on pourrait faire au budget de l'État, allez-y, proposez. En réalité, il sait très bien, Michel Barnier, qu'aujourd'hui, les propositions, il y en a très peu. Parce qu'il faudrait prendre un peu partout, étant donné le mur colossal du budget que nous avons devant nous. Il faudrait sans doute un peu piocher dans les retraites, un peu sur la fraude fiscale, un peu sur la fraude sociale, un peu sur les aides aux entreprises. Je reprends les arguments qui sont donnés par diverses personnalités du monde politique. Alors,
c'est sans doute un ballon d'essai pour Michel Barnier, c'est-à-dire que ça n'est pas aussi large et aussi flou qu'il le dit. Ça sera sans doute pas un report tout simple de l'indexation des retraites sur l'inflation de 6 mois. Ça peut être pour les personnes les plus aisées, simplement en sacralisant les personnes, les retraités qui sont les plus modestes. C'est la raison pour laquelle il lance probablement cette question dans le débat public, pour voir aussi comment les oppositions réagissent. Pour l'instant, ça se passe plutôt mal, parce qu'en effet, les réactions sont très vives, notamment au sein du Nouveau Front Populaire et au sein du Rassemblement National. Les deux ensemble constituent une majorité qui peut voter une motion de censure, ce qui est quand même l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de Michel Barnier. Mais l'idée, c'est de lancer et de voir aussi quelles pistes peuvent émerger, comment est-ce qu'on peut amender une proposition comme celle-là. Bercy donne aussi des explications en disant, par exemple, que, vous avez entendu dans la bouche de Laurent Saint-Martin, l'inflation est en baisse. L'inflation est en baisse, et ça veut dire, espère Bercy, que ça pourrait non pas compenser à 100%, mais au moins diminuer de beaucoup l'impact du report de cette indexation des retraites sur l'inflation d'ici juillet. Par ailleurs, il y a une réalité claire, et ça c'est un chiffre sur lequel tout le monde s'accorde parce qu'il fait partie des chiffres du budget. Les retraites, c'est 400 milliards d'euros par an, c'est un quart des dépenses publiques. Elles tendent à augmenter bien sûr puisque la population en France vieillit. Il est quasi impossible aujourd'hui qu'on ne touche pas aux retraites, aussi parce que, eh bien, à moins que ça ait changé depuis ce matin, parce que j'entendais une députée le dire, eh bien, le niveau de vie médian, le revenu médian des retraités aujourd'hui, selon l'INSEE en tout cas, est toujours supérieur au revenu médian de la population active. Et donc, s'il faut faire un effort quelque part, ça peut être aussi là, mais avec des garde-fous, on l'imagine, en sacralisant les retraités les plus modestes. Et Anne, Bercy a donné d'autres précisions aussi sur les différentes pistes d'économie évoquées dans la presse ces dernières heures. Voilà, on sent qu'il y a une envie, une nécessité de communiquer parce que c'est très anxiogène. On se le disait tout à l'heure, en effet, il y a eu cette crise politique qui a focalisé un peu toute la lumière. Et entre-temps, eh bien, les Français rentrent de vacances et s'aperçoivent qu'il y a un mur du budget absolument colossal. Les esprits n'avaient pas vraiment été préparés à ça. Donc il y a un besoin, une nécessité d'explication de la part de Bercy, notamment sur les retraites, en expliquant qu'il y a cette compensation possible avec la baisse de l'inflation, qu'il y a d'autres solutions possibles, tout reste très ouvert. Sur les 60% des efforts de l'État, des efforts pour le budget qui reposeraient sur les hausses d'impôts, c'est pas tout à fait juste, nous dit Bercy également, parce que ça serait le cas, oui, mais à budget constant. Sauf que le budget de la France n'est pas un budget constant, c'est un budget qui augmente notamment sur certains points, par exemple sur l'indexation des retraites qui aura lieu en juillet prochain, qui aurait lieu en juillet prochain si c'est bien confirmé, sur la hausse des émoluments, des salaires de certains fonctionnaires, et donc c'est un budget qui est en évolution. Aujourd'hui, l'exécutif maintient ce qui est l'étiage estimé, c'est-à-dire que dans le prochain budget, 2/3 seraient des économies de dépenses de l'État et 1/3 reposerait sur les hausses d'impôts. Autre question qui est quand même importante, et on veut répondre à nos téléspectateurs aussi qui parfois nous posent la question, est-ce qu'on s'apprête à devenir la Grèce? Là aussi, l'exécutif nous répond non, on n'en est pas là aujourd'hui. Par exemple, vous avez pu voir que sur certains taux d'emprunt, on a certains taux d'emprunt qui sont plus hauts que ceux de la Grèce. Oui, mais ce sont les taux à 5 ans, et nous, d'habitude, on emprunte à 10 ans, et on est en dessous de la Grèce. Est-ce qu'on s'en sort moins bien aujourd'hui que l'Espagne et le Portugal? Oui, mais parce que eux, ils ont procédé à des politiques de désendettement massif, et c'est sans doute ce qui nous attend aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces précisions, Anne. À l'international à présent et au Proche-Orient, Israël poursuit ses bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth. Et pour la première fois ce matin, les forces israéliennes ont frappé la ville libanaise de Tripoli. On est dans le nord du pays. Quant au Hezbollah, il affirme avoir tiré des roquettes sur une base militaire israélienne, alors qu'un chef de la branche armée du Hamas, lui, a été tué par une frappe israélienne au nord du Liban. Le général Pellistrandi nous a rejoint, consultant de défense BFM TV. Israël prépare une réponse à l'attaque iranienne de mardi. C'est ce qu'indique aujourd'hui un responsable militaire, mais aucune précision sur l'instant ni sur la nature de cette réplique israélienne. Oui, rappelez-vous, au mois d'avril, il y a eu une première frappe iranienne sur Israël, frappe qui avait été particulièrement inefficace. Et donc une réplique d'Israël sur le territoire iranien. Là, la frappe de la semaine dernière a été peut-être plus importante, avec des cibles qui ont été en tout cas pas forcément détruites, mais touchées. Et donc, il y a eu une montée dans l'escalade voulue par Téhéran. Donc, en fait, on attend, oui, cette réplique israélienne. La question est de savoir où, c'est-à-dire quel type de cible en Iran. Et bien sûr, le quand, sachant qu'il y a une date, entre guillemets, fatidique, c'est le triste anniversaire du 7 octobre avec les attaques terroristes du Hamas.
Alors, où, quand, et puis il y a aussi peut-être quoi, puisque concernant l'Iran, on ne sait pas si c'est le pétrole, si c'est le nucléaire qui pourrait être visé, comme l'ont sous-entendu certains présidents et anciens présidents américains, que pourrait cibler l'Israël. Alors, il faut bien voir que, d'abord, il y a un impératif qui est très important, c'est préserver la population civile. Il ne faut pas qu'il y ait des pertes dans la population civile iranienne, parce que cela serait totalement contre-productif pour Israël. Donc, il faut cibler des cibles à forte valeur ajoutée. Vous avez cité le nucléaire militaire. La seule chose, c'est que les installations du nucléaire militaire sont sous-sol, sont très protégées, et ça serait monté, en fait, aux extrêmes. Il peut y avoir d'autres types de cibles. Par exemple, on peut imaginer des aérodromes militaires. Vous détruisez une piste aérienne, c'est un effet spectaculaire et c'est un signal très fort. Vous pouvez détruire, par exemple, la marine iranienne, ce qu'il en reste en mer, dans le golfe arabo-persique. Là encore, des pertes militaires sans risque de pertes civiles à côté. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est lié au pétrole. Il faut savoir que l'Iran, c'est à peu près 13% de la production de l'OPEP. Bien sûr, elle n'exporte plus vers l'Europe ou les États-Unis, mais plutôt vers la Chine et d'autres pays. Et donc, toucher au pétrole permettrait en quelque sorte de toucher également aux revenus du gouvernement iranien. Et donc, c'est une option qui peut être intéressante. Par exemple, au milieu du golfe arabo-persique, il y a l'île de Karg, où il y a une piste aérienne, des installations pétrolières. C'est l'exemple de cible qui pourrait être touchée dans les heures ou jours à venir. Merci beaucoup, Général Pellistrandi. En Israël, pendant ce temps-là, les commémorations du 7 octobre se préparent un an après l'attaque terroriste du Hamas qui a fait 1205 morts, des dizaines d'otages qui sont toujours retenus à Gaza, dont 2 Français. Élise Phillips, vous êtes à Tel Aviv pour BFM TV. Plusieurs cérémonies d'hommage auront lieu lundi sous haute sécurité. Oui, tout à fait. C'est un grand jour de commémoration qui se prépare ici en Israël, avec notamment 2 cérémonies très importantes qui devraient rassembler plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. La première aura lieu lundi matin sur le site du Festival Nova dans le sud du pays, au moment précis où les terroristes sont entrés sur ce site. Et la deuxième, ouverte au public elle aussi, aura lieu dans un parc de Tel Aviv. Près de 40 000 personnes ont prévu d'y assister. Mais vous le disiez, le contexte sécuritaire est très incertain en ce moment en Israël. Mardi, il y a encore eu une fusillade ici à Tel Aviv qui a fait 7 morts. Et donc, les autorités se réservent le droit jusqu'à la dernière minute de restreindre l'accès au public. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures ou d'ici demain. Mais dans tous les cas, un dispositif très important de sécurité de policiers sera mobilisé à travers le pays. Et puis Élise, racontez-nous, vous êtes arrivée jeudi en Israël, vous êtes rendue sur les lieux de ce Nova Festival, là où notamment a eu lieu ce massacre il y a un an. Racontez-nous ce que vous y avez vu. Eh bien, sur ce site du Nova Festival, on découvre un mémorial à ciel ouvert parce que depuis presque un an maintenant, plus aucun événement n'a été organisé sur place. Les familles des victimes souhaitent que ce site du Festival Nova reste un lieu de mémoire de façon permanente. Ça a été tout simplement le lieu le plus meurtri par ces attaques du 7 octobre. Près de 370 personnes ont été tuées et ce lieu, qui était autrefois un endroit de fête et de vie, ressemble désormais à un cimetière. C'est l'impression en tout cas qu'on a quand on arrive sur place. Chaque victime a sa photo sur un arbre pour que les familles puissent se recueillir. D'ailleurs, hier, avec Marjorie Marcillac et Clément Grodonnier, nous avons croisé un couple qui venait déposer des bougies et des fleurs devant la photo de leur fils de 23 ans qui a été tué il y a presque un an. Il y a aussi des drapeaux israéliens, des panneaux qui expliquent aux personnes qui viennent sur place ce qu'il s'est passé minute par minute il y a presque un an tout pile. Et à quelques kilomètres de ce site du Festival Nova, toutes les voitures des personnes qui ont tenté de fuir, les voitures des terroristes et les ambulances aussi, ont été rassemblées dans une sorte d'endroit très, très important et très grand. Toutes ces voitures carbonisées ont été rassemblées en un même endroit. Ce qui nous a frappé aussi hier, c'est toutes les personnes, le monde que nous avons rencontré. C'était un jour de fête, un jour férié hier, et pourtant, il y avait beaucoup de monde. On a croisé par exemple une dame qui venait ici pour la première fois avec ses 3 filles parce qu'elle voulait leur montrer, leur expliquer, qu'elles se rendent compte vraiment de ce qui s'était passé il y a presque un an. On voit donc ce site du Festival Nova qui est devenu un endroit
emblématique de ces attaques du 7 octobre. Et c'est là d'ailleurs qu'il y aura une grande commémoration dès lundi matin avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et on suivra tout cela bien sûr en direct sur BFM TV. Merci beaucoup Élise Philippe, donc à Tel Aviv avec Marjorie Marcillac et Clément Grodenier. En France, le ministre de l'Enseignement supérieur Patrick Hetzel a envoyé une circulaire sur le maintien de l'ordre dans les universités en vue du 7 octobre. Il a justifié cette mise en garde par une série de manifestations pro-palestiniennes cette semaine à Paris devant Sciences Po. Et cela n'a pas plu à Jean-Luc Mélenchon qui appelle à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités à partir du mardi, donc 8 octobre. Restez avec nous dans un instant dans notre journal de 14h30. Nous reviendrons sur cette marche solidaire qui va débuter à 14h30 justement cet après-midi à Mazan en soutien, en l'honneur de Gisèle Pellicot, actuellement au tribunal, toujours donc accusant 51 hommes dont son ex-mari de l'avoir violée alors qu'elle était inconsciente. Et pour la première fois hier, ces images très explicites de son calvaire qui ont été diffusées devant des journalistes, devant du public. Vous entendrez leurs témoignages poignants. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Il y a un an, le Moyen-Orient a basculé dans l'horreur. Le 7 octobre, les attaques terroristes du Hamas contre Israël ont tué plus de 1200 personnes. Un an plus tard, la région va-t-elle s'enfoncer dans la guerre et faire basculer le monde ? Pour les 1 an du 7 octobre, BFM TV déploie un dispositif exceptionnel sur le terrain. Dimanche et lundi à 18h, Benjamin Duhamel en direct depuis Tel Aviv avec Patrick Sauce et tous ses invités et tous les reporters de la rédaction sur le terrain pour témoigner, analyser et pour comprendre de quoi demain sera fait. 7 octobre, 1 an après, dimanche et lundi en direct sur BFM TV. Pourquoi la MAF? Je veux savoir pourquoi. Imagine, on tombe en panne, là maintenant au milieu de nulle part, on fait quoi? J'appelle la MAF. Et ils vont faire quoi la MAF? La MAF, on nous géolocalise, on nous dépanne et on nous prête un véhicule. Ouais. Maintenant, vous savez pourquoi je préfère la MAF. Appeler un SUV Explorer, c'est une promesse. La promesse d'aller là où on ne nous attend pas. De lui donner jusqu'à 602 km d'autonomie. De le faire rouler de l'Atacama au Bhoutan. De lui faire faire le tour du monde. Nouveau Ford Explorer 100% électrique à partir de 339 € par mois. Et vous allez où ce week-end ? Hello les amis, j'ai une offre flash, rien que pour vous. Comme j'aime vous offre 100 € de réduction sur votre premier colis. Oui, 100 €. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'à ce dimanche, le dimanche 6 octobre. Alors, en plus de vous régaler et perdre du poids, profitez d'une réduction de 100 €. On fonce, on n'attend pas, on va directement sur comgem.fr et on profite des 100 € de réduction. Pour profiter de notre offre, dépêchez-vous. Elle est valable seulement cette semaine jusqu'au dimanche 6 octobre. Alors rendez-vous sur comgem.fr. L'autre jour, je faisais mon quintet plus avec les potes. Et là, le patron me dit « Hey, tu devrais essayer la nouvelle option, Max. » Ah bah non. Moi, c'est Alex, je réponds. On se marre. Mais non, l'option Max pour multiplier tes gains. Alors j'essaye et bim, je multiplie mes gains par 10. Tu m'appelles Max quand tu veux. Hein. Ce dimanche, tirelire Quintet Plus exceptionnel de 3 millions d'euros à gagner à l'occasion du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. PMU. Nouvelle Fiat 600, maintenant disponible en hybride, à partir de 159 € par mois seulement. T'as vu toutes ces factures? Il faut vraiment qu'on fasse des travaux de rénovation, non? C'est pas trop le moment, là. Hein. Bah, t'as d'autres idées? On a qu'à se lever à l'eau froide. Allez, au vin! Allez, au vin! J'ai mieux, on se chauffe avec du bétail. Dans ton film, tête.
C'est mon père, il veut qu'on chauffe avec des vaches. Avec le prêt Rénov' Énergie de Caisse d'Épargne, faites vos travaux maintenant et commencez à rembourser dans 3 mois. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Heaven, heaven, I'm in heaven. DS4 hybride, le confort à la française, sans recharge. En octobre, profitez de DS4 hybride à partir de 390 € par mois. Mais non. Un projet qui... Ah. Pardon. Il n'y a plus de saison, hein. Ah ouais, non mais c'est sans fin ce truc. Bah oui, tous les mois pendant 30 ans. T'as gagné, t'as gagné. Eh ouais, j'ai gagné. Tentez de gagner jusqu'à 20 000 € par mois pendant 30 ans avec le jeu de tirage Eurodreams. Bienvenue, faites comme chez vous. Mais oubliez pas, vous êtes chez moi. Waouh, ça sent fort. La cuisine, là où mes idées mijotent. Le salon, on adore. La douce, la chambre. J'ai jamais aussi bien dormi. Et tu es là depuis combien de temps? Depuis hier. J'ai emménagé pour 4 jours. Adagio, here for you. Oh, j'en ai marre. Ça fait 6 ans que je suis clouée ici. Ah, m'en parle pas. Faut vraiment qu'on décroche. Et tu comptes te décrocher de là tout seul comme un grand? Tu dévises complètement, mon pauvre. Ouais, t'as raison. Je crois qu'on est au pied du mur. Tous les cadres n'ont pas la chance de pouvoir bouger. Cadre Emploi donne accès chaque mois à plus de 35 000 offres d'emploi dédiées aux cadres. Devenez le cadre que vous voulez être sur cadreemploi.fr. Les amis, je vais vous montrer en 20 secondes la composition d'un colis comme j'aime. Dans chaque colis, il y a 4 valisettes. C'est facile, ça fait une par semaine. Dans chaque valisette, les repas de la semaine. 7 petits déjeuners. Les céréales. 7 déjeuners. Oh, le chili con carne. 7 collations et 7 dîners. Ensuite, c'est simple. Vous mettez le cerveau sur off, vous suivez le menu et vous perdez du poids. Et en plus, cette semaine, profitez de notre offre flash. Moins 100 € sur votre premier colis. Allez, on n'attend pas là. On va sur le site commejaime.fr. Commejaime.fr. Et on n'oublie pas le .fr. C'est important .fr. Voici des fleurs. Ces fleurs, c'est Valentine qui les prend en photo. Là, c'est parfait. Grâce à la fibre de SFR Business, elle peut l'envoyer à Yann en un clin d'œil. C'est pour son site, parce que Yann est fleuriste. Et parce que son site internet est sécurisé, Yann peut vendre ses compositions en toute sérénité à ses nombreux clients. Comme par exemple à Lucie, qui peut maintenant donner de jolis cours de yoga en ligne à tous ses élèves grâce au Wi-Fi 6 et à ses fleurs. Avec la box fibre et ses experts proches de chez vous, SFR Business vous accompagne pour développer votre activité. C'est vraiment l'Opel Corsa électrique? Yes. Elle est cool à conduire. Canon, même au ralenti. Elle est bien à 15 900 €. Sérieux? Yes, of course. Pendant les portes ouvertes, Opel Corsa est disponible dès 15 900 €. La météo avec Carrelage et Bain. Conseils, accompagnement, simulation 3D. Carrelage et Bain donne vie à tous vos projets. La météo avec Lorénov, fabricant français de menuiseries qui vont vous faire aimer votre maison. Lorénov, s'ouvrir au monde. Entrepreneurs, soyez au top devant la météo avec Groupe Verlaine. Le meilleur de la rénovation énergétique à vos côtés pour développer votre franchise. Groupeverlaine.com. La météo avec Adagio. Adagio, numéro 1 des appart-hôtels en Europe. Direction le Finistère pour débuter ce bulletin. C'était ce matin du côté de la baie de Morlaix. Vous le voyez, un ciel largement dégagé, un soleil radieux. Alors des conditions très agréables. C'est la plus belle journée de la semaine, hein, ce samedi. Il faut en profiter parce que ça va se gâter. On va voir tout cela dans le détail. Alors déjà, sur le Finistère, hein, dans le courant de la journée, vous allez voir apparaître des nuages de plus en plus nombreux en liaison avec une dépression qui circule sur l'Atlantique. Donc des nuages qui abordent la pointe du Finistère et qui devraient apporter les premières précipitations. Donc dans le courant de la soirée, on les voit arriver ici, ces précipitations par l'ouest.
Ensuite, ce que ça va donner pour la journée de demain, eh bien voilà, de la pluie, des nuages sur les 3/4 du pays quand même. On retrouve ce flux de secteur sud, donc un petit peu de vent sur la pointe du Finistère. À l'est, dans un premier temps, vous serez épargné avec un ciel voilé, un voile assez dense quand même. Et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien tout cela a tendance à se décaler un petit peu vers l'est. À l'ouest, vous retrouverez un ciel un petit peu plus clément. On sera quand même dans un temps instable. On aura encore pas mal de rafales de vent, toujours de secteur sud-sud-ouest sur les côtes de la Manche, du côté du Lyonnais également. Et puis ces précipitations donc sur la façade est du pays. Un coup d'œil à vos températures. En tout début de matinée, alors il faisait frais ce samedi matin. En matinée, elles seront encore stationnaires demain. Donc des valeurs comprises entre 5 et jusqu'à 18 degrés. Ce sera pour Biarritz, donc le grand écart entre l'Alsace et le Pays Basque. Il fera 10 à Paris, 12 à Marseille, 12 également en Corse. Et dans le courant de l'après-midi, des températures stationnaires, mais très très douces sur la côte basque avec 26 degrés. Ce sera pour Biarritz, comptez 18 à Brest, 14 à Dijon pour la valeur la plus basse et 17 degrés pour Paris. C'était la météo avec Carrelage et Bain. Conseils, accompagnement, simulation 3D. Carrelage et Bain donne vie à tous vos projets. C'était la météo avec Lorénov, fabricant français de menuiseries qui vont vous faire aimer votre maison. Lorénov, s'ouvrir au monde. Votre maison est chaude l'été et humide l'hiver? C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation intérieure et extérieure avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. C'était la météo avec Adagio. Adagio, numéro 1 des appart-hôtels en Europe. 14h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour l'après-midi info à la une de cet après-midi, cette marche solidaire à Mazan. Elle démarre tout juste. Une association appelle à soutenir Gisèle Pellicot qui affronte actuellement 51 hommes, dont son ex-mari au tribunal, accusé de l'avoir violée alors qu'elle était inconsciente. Et pour la première fois hier, des images explicites de son calvaire ont été diffusées devant des journalistes et en public. Vous entendrez leurs témoignages. Mais tout d'abord, donc, cette marche dont vous voyez les images en direct. On prend la direction de Mazan pour vous retrouver Marion Russell sur place. Marion, ce rassemblement, il est donc organisé en l'honneur de Gisèle Pellicot, devenue un véritable symbole des victimes de violences sexuelles. Oui, tout à fait. Une marche blanche pour montrer du soutien. Alors le mot de marche blanche, il a pu étonner parce que c'est en général un terme que l'on emploie pour des gens lorsqu'il y a des morts. Là, ce n'est pas le cas, mais c'est en fait une démonstration de soutien à Mazan, là où il y a eu donc cette affaire qui porte aussi le nom de ce village. Et on va aller justement discuter avec Chloé. Chloé, vous faites partie de l'association qui organise. C'est quoi justement l'esprit aujourd'hui de cette marche ? Oui, moi je fais partie de l'association Isofaculté. En effet, donc nous on a un projet d'accompagnement des femmes victimes de violences via la médiation du cheval. Donc cette marche est portée par les femmes. Au départ, c'est vraiment elles qui en sont à l'initiative. Nous, en tant qu'association, on a fait toutes les démarches administratives pour qu'elles puissent avoir lieu. Mais c'est vraiment un projet qui est porté par elles. Et c'est aujourd'hui le message que vous envoyez. Est-ce que c'est un message pour Gisèle Pellicot? C'est un message pour la France aussi, les gens? C'est un message pour Gisèle Pellicot. Au départ, cette marche, elle vient en soutien à Gisèle Pellicot, à son combat aujourd'hui. Mais c'est aussi en soutien et à toutes les femmes victimes de violences et de manière générale pour s'indigner de manière pacifique contre la violence. C'est quoi un peu le programme? Le programme, c'est qu'on va marcher. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore commencé. On essaye de rassembler tout le monde. L'idée, ça va être de marcher sur un circuit qui fait 1,7 km jusqu'au centre d'échiomologie où nous attend une sculpture en bois avec une phrase dessus qui est mieux vivre ensemble. Voilà. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'essayer le plus possible de mieux vivre ensemble. C'est pour ça que cette marche se voulait solidaire, silencieuse et pacifique. Merci beaucoup Chloé. Donc vous l'avez dit, la marche va s'élancer dans quelques minutes. Il y a une bonne grosse centaine de personnes qui sont là et ça continue d'arriver. Il y a des hommes, des femmes, des gens de Mazan, des gens du département, mais aussi qui parfois venaient de plus loin. Alors Gisèle Pellicot et sa famille ne sont pas présentes aujourd'hui, mais elles ont fait savoir aux organisateurs qu'elles soutenaient cette marche et qu'elles étaient très touchées par la démarche. Merci beaucoup Marion Russell, donc en direct de Mazan pour BFM TV avec Elliot Franco, mais Thomas Loriot avec nous en plateau. Anne-Cécile Melfer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes fondatrice et présidente de la Fondation des femmes. Joseph Agostini, psychologue clinicien, psychanalyste. Merci beaucoup d'être avec nous. Anne-Cécile Melfer, on le voit et on l'entendait donc avec cette participante à cette marche cet après-midi. Il y a à la fois des personnes qui sont venues en soutien à Gisèle Pellicot, mais également en soutien à toutes les femmes qui sont victimes de violences sexuelles d'une manière générale finalement.
Oui, ça reprend d'ailleurs d'autres manifestations qu'on a pu voir, Gisèle Pellicot, et le procès que l'on voit là, le procès de ces 50 violeurs, c'est vraiment devenu un symbole, le symbole de la culture du viol. Et donc du coup, tout le monde se reconnaît dans cette histoire, même si évidemment qu'elle est tout à fait exceptionnelle, mais néanmoins, il y a beaucoup de choses dans cette histoire, dans le traitement médiatique, dans le traitement judiciaire, qui font écho à ce que beaucoup d'autres femmes ont pu vivre. Et du coup, on a cette société qui est en train vraiment de se lever, de se fédérer autour d'elle, de la soutenir et d'envoyer des messages qui sont extrêmement positifs, vraiment extrêmement positifs pour faire progresser la lutte contre la violence sexuelle. Ouais, Joseph Agostini, c'est important ce genre de rassemblement, même pendant l'instruction de cette affaire. On voit que les gens sont très touchés par ce qui se passe, par ce qui est montré également lors de ce procès hors norme, et que ça touche beaucoup de monde. Oui, absolument, et c'est important. Femmes comme hommes d'ailleurs. Femmes comme hommes, et justement, parce que ça renvoie à autre chose, à une autre perception symbolique des hommes à l'ancienne, il faut bien le dire. Le viol par opportunité, c'est d'abord des hommes qui sont légitimés par le mari. En présence du mari, on peut violer sa femme endormie, on peut ne pas questionner son consentement. Et c'est bien cette dimension-là, ce que vous disiez, Madame Melfer, c'est cette dimension qui consiste à montrer que tout ça, c'est éculé, c'est terminé, on tourne la page et on va, grâce justement à ce progrès humaniste, ce progressisme, un terme tellement dévoyé, tellement parodié par moments, voilà, le progrès, on l'emploie à tort et à travers. Là, il y a un véritable progrès humain, dans la mesure où on considère l'humain, justement, dans sa différence, dans son altérité, et on questionne le véritable consentement qui passe par un consentement positif, une manière de dire oui avant d'avoir un rapport sexuel, quelles que soient les dimensions, quel que soit le contexte dans lequel le rapport a lieu. On reparlera du consentement, la notion du mot de consentement qui, en tout cas, c'est un souhait du nouveau garde des Sceaux. Il veut qu'il fasse désormais qu'il soit inscrit dans la loi. Et ça, on en reparlera dans un instant. Cette marche, elle est organisée par un centre de reconstruction pour personnes victimes de violences, un centre qui est spécialisé dans la thérapie de reconstruction personnelle. Comment est-ce qu'on peut se reconstruire quand on a vécu un tel drame, de telles choses aussi atroces? Alors, la soumission chimique est quand même très particulière parce qu'on est vraiment dans le paradigme de l'après-coup, dans la mesure où la personne n'a pas vécu consciemment le viol et c'est dans l'après-coup qu'elle va devoir s'en souvenir. Donc, il y a tout un travail autour de la reconstitution du souvenir traumatique, de la possibilité de le désensibiliser, ce souvenir. À force, justement, de le verbaliser, on peut l'intégrer, mais effectivement, au moment, à l'instant T, il y a l'inconscient. Il y a la membrane protectrice du cerveau qui a été complètement effractée par l'événement, complètement inconscient. Et la difficulté, effectivement, pour ces femmes et pour ces hommes, pour reprendre, parce qu'il y a effectivement des hommes qui ont été abusés sous soumission chimique, c'est de retrouver, en quelque sorte, un souvenir à l'état d'inconscience. C'est ça, cette question-là. Karine Bielbott est avec nous également, avocate spécialisée dans l'accompagnement des victimes, membre de la commission indépendante sur l'inceste et sur les violences sexuelles faites aux enfants. Merci d'avoir accepté notre invitation justement sur cette thématique de la soumission chimique qui s'invite vraiment au cœur de ce procès. Qu'est-ce qu'un procès avec un tel retentissement va pouvoir faire avancer sur cette question qui était assez taboue, assez peu connue finalement de la soumission chimique? Oui, c'est un sujet qui est assez peu connu, bien qu'on ait une jurisprudence qui soit extrêmement bien établie, c'est-à-dire que lorsqu'une femme est alcoolisée et pas en état de consentir ou de résister, ou alors est endormie, ou alors est sous l'effet d'une drogue, on a une jurisprudence qui est bien établie, qui retient le viol par surprise. Donc, du point de vue juridique, c'est pas une nouveauté. Je voudrais toutefois revenir sur une notion qui a été évoquée tout à l'heure, qui est le viol d'opportunité. Moi, je dois dire que je rejoins pas cette idée-là, parce que tout au contraire, dans cette affaire, on a plutôt des viols qui sont organisés, qui sont prémédités. Et le viol par opportunité, ça ne peut pas être de concert avec des viols qui sont prémédités. Il y a toute une organisation en amont avant les viols qui ont été commis. Et donc, ça ne va pas de pair avec un viol d'opportunité, à moins de retenir la version des accusés, qui est de dire c'est uniquement sur les lieux que j'ai découvert qu'elle était endormie.
mais on a quand même des éléments dans le dossier qui montrent que bon nombre d'entre eux, en tout cas on a des éléments de preuve qui montrent qu'ils étaient parfaitement au courant, puisqu'il y avait quand même ce groupe qui s'appelait « À son insu », et également, je crois qu'il y a 2 jours, on a montré des messages comme quoi Monsieur Pellico-Marie avait envoyé un message comme quoi elle était shootée. Donc on ne peut pas dire que c'est un viol d'opportunité, c'est des viols qui ont été prémédités et pensés également par l'ensemble des accusés. Et ça change quand même également on va dire, l'ordre de gravité des faits dont ils sont accusés. Karine Diebold, on en parlait tout à l'heure, le ministre de la Justice se dit favorable à l'inscription du consentement dans la loi. Ça, c'est un point essentiel. Pour moi, c'est un point qui est important, qui va permettre d'améliorer le traitement juridique des viols. Ça ne va pas être la révolution, ça ne va pas régler toutes les affaires de viol, mais il faut savoir qu'actuellement, le viol, pour prouver un viol, il faut prouver un acte matériel et il faut prouver également les circonstances qui entourent le viol, à savoir violence, contrainte, menace ou surprise. Là, en l'occurrence, c'est la surprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais donc, on doit prouver une action coercitive de la part de l'agresseur. Et dans bon nombre de situations, ils n'ont pas besoin d'agir de la sorte. On a très peu de viols, par exemple, avec violence, contrairement à ce qu'on peut penser, ou avec des menaces. La plupart des cas, c'est avec contrainte et surprise. Et de ce fait, quand une victime est sidérée ou quand elle n'est pas en état de résister, eh bien, on a des qualifications de viol qui ne sont pas retenues parce qu'on ne va pas pouvoir prouver l'action coercitive du violeur. Et donc, on a un vide juridique, on va dire, sur bon nombre de viols. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a 80% de taux de classement sans suite, qu'on a très peu de viols, en réalité, qui sont jugés. Donc, l'idée, ça serait d'introduire, en plus de ces notions-là de violence, contrainte, menace ou surprise, la question du consentement, c'est-à-dire interroger l'agresseur sur la manière dont il s'est enquis du consentement de la victime. Et on peut voir à travers bon nombre de dossiers que l'on traite qu'en réalité, ils ne s'en préoccupent pas. Alors, ils vont vous répondre, elle s'est mise la mèche comme ça. Moi, j'ai des dossiers dans lesquels ils disent, bah, écoutez, j'ai vu qu'elle était consentante parce qu'elle s'est passée la main dans les cheveux, parce qu'elle s'est mis du gloss, parce que tout simplement, elle est venue chez moi. Donc, à partir du moment où elle vient chez moi, bah, elle est consentante pour des actes sexuels. Et donc, l'idée, c'est de mettre le focus sur l'intention de l'agresseur. Et vous voyez bien que c'est cette question de l'intentionnalité qui est toujours au cœur des débats. Donc de mettre le focus sur cette intention, ce qu'ils avaient dans la tête à ce moment-là, et dès lors d'en tirer des conséquences juridiques. Et s'ils ne se sont pas préoccupés du consentement de la victime, ben d'en tirer qu'en réalité, ils étaient dans un aveuglement volontaire et que donc il y a viol. Alors il y a aussi cette autre dimension dans ce procès décidément historique, avec cette projection qui a eu lieu hier pour la première fois d'images, de photos, de vidéos de ces agressions sexuelles très violentes qui ont été présentées donc à la demande de Gisèle Pelicot et que la Cour a autorisé donc à diffuser hier devant des journalistes mais aussi devant du public. Et je vous propose d'écouter la réaction des avocats de Gisèle Pelicot qui étaient donc favorables et qui ont demandé cette diffusion. Il est nécessaire ce visionnage et parce qu'il est nécessaire, eh bien, elle a demandé à ce que ce visionnage soit public. En réalité, ces vidéos sont au cœur même des débats du fait des accusés qui ont fait le choix de bâtir leur défense sur une ligne particulière qui est celle de la perception. Anne-Cécile Melfer, c'est une bonne chose la projection de ces vidéos? Alors, la projection de ces vidéos dans la cour et aux journalistes est une bonne chose. La projection de ces vidéos publiques, absolument pas. Ah, alors pourquoi? Quelle différence? Alors la différence, c'est que la projection à des professionnels, on va dire, des journalistes qui sont en train de faire un travail absolument extraordinaire pour suivre ce procès et le retranscrire à l'extérieur, elle est nécessaire. Ça permet justement à ces journalistes de faire en sorte que la société continue d'apprendre des choses sur ce qu'il se passe dans cette cour et de progresser, d'être sensibilisé à un certain nombre de notions. Par contre, exposer du public et de tous âges, majeurs, mais quand même, à des vidéos qui sont des vidéos d'un crime en train d'être commis, c'est extrêmement brutal, c'est traumatisant. Donc c'est vraiment quelque chose, je trouve, le président du tribunal aurait dû vraiment le limiter, et c'était ce qui était demandé par, d'ailleurs, les avocats, contrairement à ce que vous venez de dire, je crois que les avocats ne souhaitaient pas que ce soit diffusé à tout le monde, oui, mais bien diffusé. C'est Gisèle Pelicot qui a souhaité que ce soit accessible également au public. Non, pas au grand public. Non.
aux journalistes. Et en fait, le président du tribunal est passé de tout interdire à tout autoriser, alors qu'en réalité, il y avait une voie intermédiaire qui était possible et qui aurait été, pour le public en tout cas, peut-être plus protectrice. Les informations doivent être transmises, mais regarder la vidéo d'un crime, c'est quelque chose qui peut réactiver des traumatismes chez grand nombre de personnes ou, bien sûr, en créer aussi. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'inquiète. Maître Diebolt, votre avis, vous, sur la projection de ces vidéos lors de ce procès ? La projection des vidéos me semblait indispensable dans la mesure où, comme l'a dit l'avocat de Gisèle Pelicot, ça a été la stratégie du déni des accusés qui a amené à la nécessité de visionner ces vidéos pour s'assurer du viol, de la réalité du viol et de ce que l'on perçoit à travers ces images-là. Ensuite, diffusion au public ou non, je ne sais pas quelle était la demande précisément de Gisèle Pelicot, si elle souhaitait que ça soit restreint aux journalistes ou également diffusé au public. Moi, je suis avocate de partie civile en matière de violences sexuelles et dans ces cas-là, je considère qu'il faut respecter la parole, les attentes de la partie civile. Donc, si elle souhaitait que ça soit réduit, restreint aux journalistes, dans ce cas-là, je ne vois pas ce qui permettait au président de l'étendre à l'ensemble du public. Même juridiquement, je ne vois pas ce qu'il permettait, puisqu'elle peut demander un huis clos partiel. Elle est en droit de l'obtenir. Si elle souhaitait que ça soit diffusé également au public, dans ce cas-là, moi je suis avocate porte-parole de la parole de partie civile. J'estime qu'à ce moment-là, il fallait respecter ses attentes. Mais il y a un élément que je voudrais également pointer du doigt sur ces vidéos. On parle du traumatisme du public. Mais c'est surtout pour Gisèle Pelicot que c'est abominable de les voir, ces vidéos. Et elle fait cet effort-là. Alors, je pense que le psychologue qui est sur votre plateau pourra justement, en parler. on va lui poser la question. Elle doit certainement être complètement dissociée traumatiquement pour pouvoir supporter ce visionnage-là. Et si elle fait cet effort-là, c'est parce que c'est un débat de société qui est indispensable pour tous. Ouais. Joseph Agostini, on comprend que Gisèle Pelicot, elle, souhaite, accepte le jeu de voir ces images traumatisantes pour elle-même qui a subi ceci. On s'interroge, vous le voyez, tous sur ce plateau, sur la légitimité ou non de montrer ces images à un public qui n'est pas averti. Les avocats, les juges, c'est autre chose, mais du grand public. Oui, mais je pense que Maître a tout dit, c'est-à-dire que quelque part, c'est en prenant une conscience finalement que c'est un débat hautement symbolique qu'on comprend aussi pourquoi on utilise ces images. Effectivement, c'est pas un procès anodin, c'est aussi un procès qui vient convoquer la société. Qu'est-ce que c'est être drogué ? Qu'est-ce que c'est être endormi ? Qu'est-ce que c'est être non consentante ? Et les images apportent une preuve tangible finalement à tout ce qui a été très interprété dans ce procès. Parce qu'au fond, les accusés se défendent comment ? En parlant de viol par opportunité, en parlant de... ils se sentent finalement disculpés parce qu'en quelque sorte, ils n'avaient pas la preuve que cette personne n'était pas consentante. Parce que c'est ça, en fait. Et donc, les images sont là aussi pour appuyer, pour montrer. C'est la preuve par l'image. Et c'est un aspect hautement symbolique. Je crois que c'est ce qui justifie. À n'importe quel prix, à n'importe qui, même des personnes qui ne sont pas... Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Mme Elfer. Il ne faut pas que ça tombe dans le sensationnalisme. Mais c'est difficile aussi de ne pas tomber dans le sensationnalisme quand on a de telles images. On précise quand même qu'une assistante du tribunal avait averti les âmes sensibles, entre guillemets, qu'elles pouvaient sortir de la salle avant la diffusion de ces images. C'est important aussi de le préciser. On va retourner à Mazan pour donc suivre cette marche blanche solidaire en soutien à Gisèle Pelicot cet après-midi. Vous voyez ces images en direct dans le Vaucluse. On va rejoindre Marion Russel. Marion, on voit toutes ces personnes qui sont rassemblées aujourd'hui, donc à la fois en soutien à Gisèle Pelicot, mais d'une façon plus générale à toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Oui, tout à fait. La marche blanche a un petit peu démarré, mais elle est en train de se lancer. Le rendez-vous était donné à 14h30. C'est à l'initiative de femmes qui donc se sont réunies pour montrer leur soutien à Gisèle Pelicot et puis d'une association aussi qui s'occupe justement pour les femmes qui ont subi des violences. Et aujourd'hui, on a entendu beaucoup d'émotions aussi dans la voix de ces femmes, beaucoup de soutien envers Gisèle Pelicot. Et vous voyez, il y a des embrassades, il y a énormément d'émotions. On a entendu une femme tout à l'heure dire vous voyez, je suis ici, je ne me cache pas, je suis pas habillée en noir, je suis habillée en blanc, parce qu'aujourd'hui, c'est pour montrer qu'on est en soutien, qu'on peut tous vivre ensemble. Et c'est ce message de paix, de soutien qu'elles veulent porter aujourd'hui. Il y a une bonne centaine de personnes qui sont arrivées, qui continuent à arriver, et la marche blanche va s'élancer dans quelques minutes.
Merci Marion Rossel, toujours donc en direct de Mazan. On continue de suivre tout cet après-midi cette marche donc en l'honneur de Gisèle Pelicot, Anne-Cécile Maillefert. On le voit, ce rassemblement, il est là aussi pour dire effectivement que la honte change de camp. Oui, la honte, grâce au fait que ce procès est public, la honte, elle a effectivement changé de camp de manière radicale en quelques secondes, en fait, à l'ouverture de ce procès, puisqu'ils pouvaient fanfaronner en arrivant au procès. Puis, en fait, tout d'un coup, le fait que le procès soit public, que leur nom, en plus, il y a eu tout un débat sur le fait que... On donne les noms. Être diffusés. Ils ont très peur, en fait, de l'opprobre social. Donc, tout d'un coup, ils ont honte et ils se cachent. Donc, c'est vrai que cette marche, elle dit ça. Cette marche, elle dit aussi, je pense, le fait d'avoir cette envie de vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort d'un certain nombre de sondages qui montrent que la société suit ce procès de manière massive. Plus de 80% des Français connaissent le procès Mazan. Et même à l'étranger. Alors, à l'étranger, effectivement, également. Ça, c'est incroyable. Et aussi, on a les 3/4 des Français qui pensent et qui aimeraient que ce procès permette de changer les choses, d'améliorer la lutte contre les violences sexuelles et que ça permette d'inclure tout le monde, y compris les hommes, dans un changement profond. Et ça, je trouve ça extrêmement positif. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir parce que je me dis si les 3/4 des Français comprennent que la culture du viol existe, comprennent que tous les hommes sont quand même d'une manière ou d'une autre partie prenante de la permanence de cette culture du viol, et si, comme cette marche le dit, on a envie de faire en sorte que demain, on puisse tous vivre ensemble, eh bien, il va falloir qu'il y ait des changements au niveau politique, bien sûr, mais aussi au niveau individuel. Les deux vont évidemment dans le même sens. Et dans ces grands changements, on parlait du consentement, j'espère qu'on y reviendra un petit peu, il y a aussi ce que les associations féministes demandent, c'est plus généralement une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, que le débat ne se résume pas à cette histoire de consentement. Merci beaucoup Anne-Cécile Maillefert. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous retournerons à Mazan dans le Vaucluse pour suivre cette marche cet après-midi en soutien à Gisèle Pelicot. Événement BFM TV. Ne manquez pas la tournée d'Alain Souchon accompagné de Ours et de Pierre Souchon les 7, 8 et 9 juin à l'Olympia et partout en France. Tous les 3 sur scène revisitent le répertoire d'Alain Souchon. Entre titres incontournables, perles rares et surprises, ils reprennent les chansons qui les ont vus naître et qui les ont accompagnés tout au long de leur carrière. Pour remporter votre séjour à Paris et assister au concert à l'Olympia, jouez tout de suite sur bfmtv.com. BFM TV lance BFM2, une deuxième chaîne live 100% digitale pour 2 fois plus d'infos avec Groupe Verlaine. Je recommande le Groupe Verlaine pour leur travail. L'entreprise est très très sérieuse. L'installation plus rapide, propre, c'est du bon travail. Je remercie Verlaine. C'est une super équipe. Travail très soigné. Constaté. C'est magnifique. Tout a été fait impeccablement. Le résultat est parfait. On n'hésitera pas à recommander le Groupe Verlaine. Vous aussi, faites confiance à Groupe Verlaine pour tous vos projets de rénovation énergétique. Appelez le 39 99 ou inscrivez-vous sur groupeverlaine.com. Appeler un SUV Explorer, c'est une promesse. La promesse d'aller là où on ne nous attend pas. De lui donner jusqu'à 602 km d'autonomie. De le faire rouler de l'Atacama au Bhoutan. De lui faire faire le tour du monde. Nouveau Ford Explorer 100% électrique à partir de 339 € par mois. Et vous allez où ce week-end ? Moi, je suis fan des vieux westerns avec attaque de diligence et tout. Mais bon, là, faut que je me mette à la page, parce qu'on vient de me voler ma voiture avec juste une télécommande. Oh, j'aime pas. Ce que vous allez aimer, c'est qu'avec Maïf, votre véhicule volé est couvert, même sans trace d'effraction visible. Maïf, assureur militant. Oui, Vistaprint imprime des cartes de visite. Mais on imprime aussi ça, et ça, et bien plus pour devenir la marque préférée de vos clients et en faire vos plus grands fans. Tout s'imprime sur Vistaprint.fr. Avec RMC Découverte, célébrons le festival du centenaire de l'autodrome Utac-Linas-Montlhéry les 12 et 13 octobre. Au programme, près de 300 voitures et 150 motos en piste. Sans oublier des animations gratuites pour toute la famille, avec notamment une grande roue. Réservez dès maintenant votre billet sur utac.com. Bienvenue, faites comme chez vous.
Mais oubliez pas, vous êtes chez moi. Waouh, ça sent fort. La cuisine, là où mes idées mijotent. Le salon, on adore. La douche, la chambre. J'ai jamais aussi bien dormi. Et t'es là depuis combien de temps? Depuis hier. J'ai emménagé pour 4 jours. Adagio, here for you. Depuis 3 ans, plus de 1300 salariés d'Amazon ont bénéficié de formations diplômantes reconnues par l'État. Pour que vous puissiez lui montrer que tout est possible. Pourquoi on pourrait créer son propre tatouage et pas ses lunettes? Chez Lissac, nous créons vos lunettes sur mesure et nous vous proposons des marques de créateurs. Lissac, l'opticien qui change la vue. Dispositif médical. Vendez-moi cette voiture. C'est une excellente voiture, électrique ou hybride, c'est... Vendez-moi cette voiture. Cette voiture va de 60... Non, désolé. Oh. Vendez-moi cette voiture. Quando è stata l'ultima volta che ti sei innamorato? Dovresti provarla. Nouvelle Alfa Romeo Junior. Redécouvrez l'amour. L'Or, sans doute le meilleur café du monde. Pour faire son envoi au Canada, Mia imprime son étiquette colis pour l'international directement en ligne. Et vous aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. Achetez des emballages pour vos colis, ça aussi vous pouvez le faire sur laposte.fr. Oh, j'en ai marre. Ça fait 6 ans que je suis clouée ici. Ah, m'en parle pas. Faut vraiment qu'on décroche. Et tu comptes te décrocher de là tout seul comme un grand? Tu dévises complètement, mon pauvre. Ouais, t'as raison. Je crois qu'on est au pied du mur. Tous les cadres n'ont pas la chance de pouvoir bouger. Cadre Emploi donne accès chaque mois à plus de 35 000 offres d'emploi dédiées aux cadres. Devenez le cadre que vous voulez être sur cadreemploi.fr. Découvrez Amame, le nouvel album de Yuri Buenaventura. Yuri Buenaventura en concert à Paris, salle Playel, le 8 avril 2025 et en tournée dans toute la France en 2025. T'as vu toutes ces factures? Il faut vraiment qu'on fasse des travaux de rénovation, non? C'est pas trop le moment, là. Bah, t'as d'autres idées? On a qu'à se laver à l'eau froide. Allez, au vin! Allez, au vin! J'ai mieux, on se chauffe avec du bétail. Dans ton film, tête. C'est mon père, il veut qu'on chauffe avec des vaches. Avec le prêt Rénov Énergie de Caisse d'Épargne, faites vos travaux maintenant et commencez à rembourser dans 3 mois. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. Capable d'oser, se dépasser. Capable de vous faire économiser. Choisissez la marque pionnière de l'hybride. Passez à l'hybride Toyota. Pendant les journées mode éco, profitez d'une prime à l'hybride Toyota allant jusqu'à 5 000 € sur l'ensemble de la gamme. Bienvenue chez DAZN. On a toute la Ligue 1. Il y a de la place pour ton équipe, pour toutes les équipes. Tous les matchs, tous réunis. Et c'est seulement sur DAZN. Bienvenue au club. La météo avec Carrelage et Bains. Conseils, accompagnement, simulation 3D. Carrelage et Bains donne vie à tous vos projets. La météo avec Lorénov, fabricant français de menuiseries qui vont vous faire aimer votre maison. Lorénov, s'ouvrir au monde. Entrepreneurs, soyez au top devant la météo avec Groupe Verlaine. Le meilleur de la rénovation énergétique à vos côtés pour développer votre franchise. Groupeverlaine.com. La météo avec Adagio. Adagio, numéro 1 des appart-hôtels en Europe. Direction le Finistère pour débuter ce bulletin. C'était ce matin du côté de la baie de Morlaix. Vous le voyez, un ciel largement dégagé, un soleil radieux. Alors des conditions
très agréable. C'est la plus belle journée de la semaine, hein, ce samedi. Il faut en profiter parce que ça va se gâter. On va voir tout cela dans le détail. Alors déjà, sur le Finistère, hein, dans le courant de la journée, vous allez voir apparaître des nuages de plus en plus nombreux en liaison avec une dépression qui circule sur l'Atlantique. Donc des nuages qui abordent la pointe du Finistère et qui devraient apporter les premières précipitations donc dans le courant de la soirée. On les voit arriver ici, ces précipitations par l'ouest. Ensuite, ce que ça va donner pour la journée de demain, eh bien voilà, de la pluie, des nuages sur les 3/4 du pays quand même. On retrouve ce flux de secteur sud, donc un petit peu de vent sur la pointe du Finistère. À l'est, dans un premier temps, vous serez épargné avec un ciel voilé, un voile assez dense hein, quand même. Et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien tout cela a tendance à se décaler un petit peu vers l'est. À l'ouest, vous retrouverez un ciel un petit peu plus clément. On sera quand même dans un temps instable. On aura encore pas mal de rafales de vent, toujours de secteur sud-sud-ouest sur les côtes de la Manche, du côté du Lyonnais également. Et puis ces précipitations donc sur la façade est du pays. Un coup d'œil à vos températures en tout début de matinée. Alors il faisait frais hein, ce samedi matin. En matinée, elles seront encore stationnaires demain. Donc des valeurs comprises entre 5 et jusqu'à 18 degrés. Ce sera pour Biarritz, donc le grand écart entre l'Alsace et le Pays Basque. Il fera 10 à Paris, 12 à Marseille, 12 également en Corse. Et dans le courant de l'après-midi, des températures stationnaires mais très douces sur la côte basque avec 26 degrés. Ce sera pour Biarritz, comptez 18 à Brest, 14 à Dijon pour la valeur la plus basse et 17 degrés pour Paris. C'était la météo avec Carrelage et Bain. Conseils, accompagnement, simulation 3D. Carrelage et Bain donne vie à tous vos projets. C'était la météo avec Lorénov, fabricant français de menuiseries qui vont vous faire aimer votre maison. Lorénov, s'ouvrir au monde. Votre maison est chaude l'été et humide l'hiver? C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation intérieure et extérieure avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. C'était la météo avec Adagio. Adagio, numéro 1 des appart-hôtels en Europe. Il est 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV. Dans l'après-midi info à la une de l'actualité, une marche blanche solidaire cet après-midi à Mazan dans le Vaucluse en soutien à Gisèle Pellicot et à toutes les victimes de violences. Alors que le procès des viols de Mazan se poursuit, hier, la Cour a autorisé la presse et le public à assister à la projection de vidéos. On va en parler dans un instant avec tous nos invités en plateau. À la une également, l'embrasement qui se poursuit au Proche-Orient et Emmanuel Macron qui se prononce sur la guerre à Gaza. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer des armes pour mener les combats sur Gaza. Israël qui annonce de son côté préparer une réponse à l'attaque de l'Iran. Au Liban, le nord du pays est désormais également visé. Le Hezbollah, quant à lui, annonce avoir frappé une base militaire à coups de roquettes. On en parle dans un instant. Jean-Luc Mélenchon appelle lui à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités à partir de mardi, et ce, en réaction à une circulaire du ministre Patrick Hetzel sur le maintien de l'ordre dans les universités à la veille du 7 octobre. Mais d'abord, donc en plein procès des viols de Mazan, une marche blanche solidaire et silencieuse est organisée aujourd'hui dans cette commune du Vaucluse. Marion Russell, vous êtes sur place pour BFM TV. Marion, une marche organisée en soutien à Gisèle Pellicot et à toutes les femmes victimes de violences. Oui, tout à fait. La marche s'était lancée il y a quelques minutes maintenant. Il y a plusieurs centaines de personnes, entre 150 et 200 personnes qui se sont rassemblées ici à Mazan. Parmi eux, Marion qui est venue aujourd'hui. On a pris la marche il y a quelques instants. Pour vous, pourquoi c'était important de venir? C'est quoi le message que vous voulez porter avec votre présence ici? Bien, je suis là en premier parce que je suis une femme. Je suis mère, je suis grand-mère. Avant de venir, j'ai téléphoné à mon papa. Il m'a dit c'est bien ce que tu fais. Je suis là aussi pour soutenir en premier Gisèle, parce que elle est très courageuse. Elle est vraiment très courageuse. Je suis là aussi pour soutenir Etiennette et toutes les autres filles là qui sont là. Remercier Lucky Horse et toutes ses intentions. Est-ce que vous pensez que cette affaire, la médiatisation, le fait de montrer ce soutien et cet élan qui en est derrière l'horreur, ça peut faire changer les choses, ça peut porter cette voix? Oui, parce que c'est quand même quelque chose de sordide, morbide, même s'il n'y a pas de mort.
Mais il y a la mort aussi de l'âme de la personne qui est Gisèle et toutes les victimes de violences. Qu'est-ce qui pourrait changer? Que déjà, qu'elles soient écoutées, ces femmes-là. Qu'elles soient écoutées. Comment dire? Là, c'est l'objet. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire, c'est il y a beaucoup de gens des fois qui savent des choses et ils ne disent rien et ils ne font rien. Ils ferment les yeux. Et ça, c'est le pire. Moi, j'ai eu la chance de croiser Étiennette, qui était en souffrance et en... Vas-y, Étiennette, t'étais en prison, quoi. Ouais, t'étais emprisonnée avec un homme. Hein. J'étais vraiment victime aussi. C'est différent que Gisèle, mais on est tous des victimes dans tous les cas. Et donc, elle m'a accueillie chez elle. Et elle a offert un toit au moment que je n'avais pas. Et elle est avec mes 2 garçons. Et donc, moi, je les remercie déjà. Et ce qu'il faut maintenant aussi, que les gens, ils écoutent surtout la famille et les entourages et aussi les amis. Ouais, et qu'on entende cette voix. En tout cas, merci beaucoup. On a compris le sens de votre venue. Cette marche, elle va se poursuivre pendant encore quelques minutes. La famille et Gisèle Pelicot ne sont pas présentes aujourd'hui pour éviter des débordements. Mais elles l'ont dit, elles apprécient et sont très heureuses de cet élan de soutien qui se démontre ici à Mazan encore une fois aujourd'hui. Merci beaucoup Marion Rossel avec Elliot Francom et Thomas Loriot en direct donc de Mazan dans le Vaucluse avec cette marche blanche qui s'est donc lancée, vous le voyez, avec plusieurs dizaines de personnes rassemblées aujourd'hui pour apporter leur soutien à Gisèle Pelicot. Avec nous en plateau aujourd'hui Florence Rouas, avocate pénaliste au barreau de Paris qui nous a rejoint. Bonjour. Et nous sommes toujours avec Joseph Agostini, psychologue clinicien psychanalyste, ainsi que Anne-Cécile Maillefer, fondatrice et présidente de la Fondation des femmes. Pour commencer avec vous, Florence, on voit cette marche qui a lieu aujourd'hui. Alors comme on le disait, pas pour soutenir une personne qui est morte physiquement, mais pour exprimer la douleur et surtout ce symbole que représente ce procès aujourd'hui. C'est important ce type de marche pendant l'instruction de ce procès? Écoutez, moi j'ai un regard d'avocat et d'avocat qui peut être à la fois assurer les droits de la défense et les droits d'une partie civile ou des parties civiles. Là on est dans un contexte particulier, le contexte du viol sous soumission chimique qui est, semble-t-il, qui est un procès historique, qui va faire société, qui peut-être engendrera des modifications législatives. Donc il y a plusieurs enjeux en fait dans cette affaire. Alors une marche blanche, pourquoi pas, hein. Moi je suis pas là pour apprécier si c'est bien fondé ou pas, ou si c'est de bonne loi, ou si c'est opportun. Mais de mon regard d'avocat, c'est pas la question en fait. Moi la question c'est de savoir les droits de la partie civile, les droits de la défense, le principe du contradictoire, le respect de la présomption d'innocence, le respect de l'accusation de la charge de la preuve. C'est ça qui m'importe à moi. Après, si vous me posez la question en tant que femme, c'est une chose. Si vous me posez la question en tant qu'avocate, c'est autre chose. Mais si vous voulez, moi, j'ai une vision forcément professionnelle. On va revenir avec vous aussi sur les images qui ont été diffusées hier. Ça, c'était un moment important lors du procès, à la fois à la presse et au public. Anne-Cécile Maillefer, vous vouliez vous revenir sur la notion du consentement. Oui, parce que moi, je suis assez étonnée en réalité que de ce procès, pour le moment, on n'en retienne que ce mot consentement. Parce que j'ai l'impression qu'on rentre dans la stratégie de défense des mis en cause. Je m'explique. Ce que nous savons de cette affaire, c'est que ces personnes sont allées sur un site internet qui s'appelle coco.fr, qui est déjà plutôt un site internet où il y a des choses assez illégales qui se passent. Ils sont allés sur un blog qui s'appelle À son insu. Ils ont échangé avec le mari. Ils se sont mis d'accord sur un horaire, sur une technique, sur là où il fallait garer sa voiture, enlever ses habits. Ils ont bien vu en rentrant et ils sont allés pour ça d'ailleurs, à son insu. Ils sont allés et ils ont violé cette dame à son insu. Et je trouve que en faire le débat, le présenter comme le débat du consentement, alors que le code pénal aujourd'hui est tout à fait adéquat pour juger cette affaire, puisque le code pénal aujourd'hui nous dit un rapport sexuel par surprise. Le surprise étant entendu que le mot surprise, c'est pas sachez surprise, hein, ça veut dire défaut de consentement. Donc on a déjà là dans le code pénal tout ce qui nous dit qu'on doit regarder l'agresseur. Est-ce qu'il a fait ça par surprise, à l'insu de la victime?
bah là, on a tout ce qu'il faut. Donc, moi, le débat sur le consentement autour de cette affaire me paraît un peu à côté, me paraît même un peu dangereux parce que on se met à questionner, oui, mais elle a ronflé, mais alors peut-être à un moment, elle a arrêté de ronfler, peut-être qu'à ce moment-là, elle était peut-être un petit peu plus consciente, est-ce que les médicaments, etc. Alors que clairement, toute la volonté, et c'est ça qui est intéressant à voir, l'intention, la volonté, la stratégie de l'agresseur, ça a été, et c'est pour ça qu'ils ont été là-bas, ça a été de violer cette dame. Et quand on s'attache trop à est-ce qu'elle n'a pas un petit peu quand même consenti, moi la petite musique que j'entends c'est est-ce qu'elle n'est pas un peu responsable quand même, est-ce qu'elle l'a pas un petit peu cherché après tout. Et ce qu'il faut savoir c'est que le code pénal qui est écrit le code pénal en France, il est écrit depuis 1980. Avant 1980, la définition que nous avions, c'était une définition du 19e siècle et qui parlait d'un coït avec une femme que l'on sait qu'elle ne va pas y consentir, qu'elle n'y consent pas. Donc le mot consentement n'est pas un mot moderne. Le mot consentement est un mot qui existait, qui préexistait. Et les travers que nous avions avec la définition antérieure, c'était justement qu'on se focalisait beaucoup trop sur les victimes. On disait, mais qu'est-ce qu'elle a mis comme jupe ? Est-ce qu'elle n'est pas sortie un peu tard ? Toute la culture du viol, en fait, se lâchait à plein. Quand on ne regarde que la victime, on va voir qu'effectivement, il y a toujours les victimes, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou un autre, elles vont peut-être un peu enlever leurs pantalons, elles vont peut-être maugrer, peut-être faire un petit sourire pour le calmer. En fait, elles vont forcément avoir à un moment donné des gestes ou des choses qui peuvent être interprétées comme un consentement. Donc attention avec cette notion de consentement, ça n'est pas si moderne que ça, c'est extrêmement dangereux. Si on l'intègre dans le code pénal, il faut vraiment bien réfléchir à la manière dont on l'intègre, parce que ça peut se retourner contre les victimes et on peut revenir à une situation digne du 19e siècle. On imagine que ce sont évidemment des questions qui vont se poser en marge de ce procès historique, comme on le rappelait, historique également à bien d'autres égards, notamment hier par la projection pour la première fois de ces images, de ces photos, de ces vidéos très choquantes, des actes qui ont été commis et subis donc par Gisèle Pelicot. Joseph Agostini, ces images qui ont été projetées devant, alors certes des journalistes, des juristes également, des avocats, des juges, mais aussi devant un public de quidam, des gens qui, comme vous et moi, sont venus dans ce tribunal et qui ont vu ces images. Qu'est-ce que vous pensez de cette projection ? Alors, on a demandé au préalable aux personnes si elles souhaitaient quitter la salle. Quand même, ça me semble important à dire. Dans la mesure elles étaient là, voilà, en toute conscience, elles savaient ce qu'elles allaient voir. Effectivement. Et il n'y a pas d'ailleurs que on peut aussi, abuser aussi par il y a cette manière comme ça de regarder sans vouloir regarder les choses. Ça peut être extrêmement choquant. Mais malgré tout, c'est hautement symbolique, on l'a dit tout à l'heure, à quel point ce procès est historique, à quel point ces choses-là doivent être dites, comprises. On doit dépasser aussi ce système qui veut que le mari justifie par sa seule présence la possibilité d'abuser de sa femme, parce que c'est en réalité ce procès-là dont il est question. Et je crois c'était extrêmement interprétatif, ces choses-là. On ne sait pas ce que ça veut dire être endormi, on ne sait pas ce que ça veut dire être drogué. Et je pense que ces images viennent mettre une réalité tangible pour enfin qu'il n'y ait plus, ce ne soit plus une question d'interprétation, mais qu'on découvre la réalité par l'image. Et je pense que dans ce contexte très précis, c'est utile et souhaitable. Maître Rouas, c'est utile, c'est la diffusion de ces images pour vous ? Alors moi, encore une fois, je me reporte au droit. C'est l'article 66 du Code de procédure pénale qui parle de la publicité des débats, qui parle aussi du fait que la victime a le dernier mot, si je puis dire, sur le huis clos ou non, ce qui a été le cas puisqu'elle a demandé à ce que ne ce soit pas à huis clos, qui parle aussi du fait que le président de la chambre criminelle, en l'occurrence, la cour criminelle, peut décider de demander à des mineurs ou à certains d'entre eux de sortir de la salle. Parce que n'oublions pas que c'est le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle qui fait la police des débats. Donc qui organise, si vous voulez, les choses. Donc c'est à lui de décider si un tel peut rester ou pas. Voilà. Alors une publicité, oui, parce que c'est aussi finalement on est logique dans tout ça, c'est-à-dire qu'on est dans le devoir d'information. On est dans ce devoir d'information qu'a souhaité la partie civile en demandant à ce que le procès que les débats soient publics. Mais après, il y a quand même des questions qui se posent en termes mais enfin. Finalement, comme me disait Joseph Agostini, on peut tout très bien demander. Enfin, les gens peuvent sortir, ils sont informés en amont de façon à quitter la salle.
Merci beaucoup, merci à vous trois de nous avoir donné votre point de vue sur cette affaire. Évidemment qu'on continue de suivre avec cette marche blanche qui a lieu cet après-midi à Mazan. On vient à l'actualité internationale à présent. Et tout d'abord, cette déclaration du président Emmanuel Macron sur le conflit au Proche-Orient. Emmanuel Macron qui, à nos confrères de France Inter aujourd'hui, a déclaré « Je pense qu'aujourd'hui la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes à Israël pour mener les combats sur Gaza. » Le président qui s'est donc exprimé, ça y est, s'est prononcé sur un arrêt tout bonnement des livraisons d'armes à Israël. On en parle avec vous, Général Pellistrandi. Cette déclaration du président qui intervient donc alors que le conflit continue de s'envenimer. Oui, tout à fait. Alors ça concerne bien sûr Gaza. Gaza, évidemment. Voilà, et la France n'en livre pas, c'est ce que dit. Oui, voilà, c'est un point qui est extrêmement important parce que dans le contexte éruptif que l'on connaît et à la veille du dramatique anniversaire du 7 octobre, il pourrait y avoir matière à polémique. Donc là, le président de la République s'exprime bien sur Gaza, où en fait le Hamas lui-même est profondément diminué, mais dans lequel il va falloir trouver une solution par exemple politique. Quelle autorité sur la bande de Gaza? Le Hamas, lui, donc on l'a dit, est fortement diminué, mais s'agit-il de l'autorité palestinienne qu'elle revient? Donc, en fait, c'est ça ce qui est important. C'est bien, je dirais, la première partie de la phrase, c'est une solution politique. Est-ce qu'on peut trouver une solution politique? Ça paraît quand même extrêmement compliqué, alors qu'il y a de nouveaux bombardements aujourd'hui, là du côté du Liban, sur la banlieue sud de Beyrouth. On voit que l'armée israélienne est très engagée désormais avec le front, avec le Liban, contre le Hezbollah. On voit que là aujourd'hui également cette information, l'armée israélienne qui se prépare à riposter contre l'Iran, qui, on le rappelle, a frappé mardi dernier. Trouver une solution politique, ça paraît quand même très compliqué. Oui, mais je pense qu'en fait, il faut dissocier. On voit bien que trouver une solution politique globale pour la problématique de la bande de Gaza, pour le Liban, c'est hors de portée. Il faut traiter, en fait, étape par étape. Une chose est sûre, c'est qu'on voit bien que d'un côté, Israël est déterminé à en finir avec ce que je vais appeler les proxys de Téhéran. Donc les proxys. On va rappeler ce que c'est. Ouais. Voilà, ce sont en fait, c'était le Hamas pour la bande de Gaza, ce sont les rebelles Houthis au Yémen et puis le Hezbollah au Liban. Bon, ça c'est l'objectif, je dirais, militaire d'Israël. Bon, maintenant, pour en revenir à la déclaration du président Macron, la problématique c'est quel devenir pour la bande de Gaza. Il faut voir que plus de 60%, par exemple, des édifices sont détruits. 93% des écoles sont endommagées. Il faut scolariser les enfants. Donc, il y a toute cette question-là. Et donc, la réponse, là, elle n'est pas militaire. Elle est politique. Et donc, c'est bien là-dessus sur lequel le président de la République compte travailler. Et cette déclaration se fait alors même que donc, le ministre des Affaires étrangères... Donc Jean-Noël Barrot est reparti, souvenez-vous, il était à Beyrouth le week-end dernier, il est reparti en tournée au Proche et Moyen-Orient, il doit aller en Arabie Saoudite, au Qatar, en Jordanie. Donc derrière, il y a ce travail diplomatique qui est absolument indispensable, même si aujourd'hui, on a l'impression que tout piétine. Oui. Également sur ces images donc, où on voit Beyrouth à l'heure actuelle, toujours dans les fumées après des attaques qui se poursuivent. Évidemment, ce contexte toujours très sous haute tension. Et donc, dans ce contexte, il y a également Israël qui menace de viser peut-être des sites stratégiques. En Iran. En Iran. Voilà, parce que cette semaine, il y a eu cette frappe massive de la part des Iraniens, donc près de 200 missiles balistiques, dont certains ont touché le territoire israélien. Tous n'ont pas été interceptés par le dôme de fer. Donc on attend en quelque sorte une réplique. La question est de savoir où aura-t-elle lieu en Iran, quel type de cible, quand est-ce qu'elle aura lieu et quel est l'objectif recherché derrière. Donc avec un risque de surenchère, bien entendu, parce que hier également,
l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, dans son prêche, a été extrêmement violent à l'égard d'Israël, disant que d'ici peu, Israël n'existerait plus. Donc on est vraiment dans une période extrêmement critique. D'autant qu'il y a une date qui approche, la date du 7 octobre. Les commémorations du 7 octobre qui se préparent en Israël, un an après l'attaque terroriste du Hamas qui a fait 1205 morts, des dizaines d'otages qui sont toujours retenus par le Hamas, dont 2 Français. Plusieurs cérémonies d'hommage vont avoir lieu lundi, bien sûr, sous très haute sécurité. Les précisions sur place d'Élise Phillips. C'est un grand jour de commémoration qui se prépare ici en Israël, avec notamment 2 cérémonies très importantes qui devraient rassembler plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. La première aura lieu lundi matin sur le site du Festival Nova dans le sud du pays, au moment précis où les terroristes sont entrés sur ce site. Et la deuxième, ouverte au public elle aussi, aura lieu dans un parc de Tel Aviv. Près de 40 000 personnes ont prévu d'y assister. Mais vous le disiez, le contexte sécuritaire est très incertain en ce moment en Israël. Mardi, il y a encore eu une fusillade ici à Tel Aviv qui a fait 7 morts et donc les autorités se réservent le droit jusqu'à la dernière minute de restreindre l'accès au public. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures ou d'ici demain, mais dans tous les cas, un dispositif très important de sécurité de policiers sera mobilisé à travers le pays. Et puis Élise, racontez-nous, vous êtes arrivée jeudi en Israël, vous êtes rendue sur les lieux de ce Nova Festival, là où notamment a eu lieu ce massacre il y a un an. Racontez-nous ce que vous y avez vu. Eh bien, sur ce site du Nova Festival, on découvre un mémorial à ciel ouvert parce que depuis presque un an maintenant, plus aucun événement n'a été organisé sur place. Les familles des victimes souhaitent que ce site du Festival Nova reste un lieu de mémoire de façon permanente. Ça a été tout simplement le lieu le plus meurtri par ces attaques du 7 octobre. Près de 370 personnes ont été tuées et ce lieu, qui était autrefois un endroit de fête et de vie, ressemble désormais à un cimetière. C'est l'impression en tout cas qu'on a quand on arrive sur place. Chaque victime a sa photo sur un arbre pour que les familles puissent se recueillir. D'ailleurs, hier, avec Marjorie Marcillac et Clément Grodonnier, nous avons croisé un couple qui venait déposer des bougies et des fleurs devant la photo de leur fils de 23 ans qui a été tué il y a presque un an. Il y a aussi des drapeaux israéliens, des panneaux qui expliquent aux personnes qui viennent sur place ce qu'il s'est passé minute par minute il y a presque un an tout pile. Et à quelques kilomètres de ce site du Festival Nova, toutes les voitures des personnes qui ont tenté de fuir, les voitures des terroristes et les ambulances aussi, ont été rassemblées dans une sorte d'endroit très, très important et très grand. Toutes ces voitures carbonisées ont été rassemblées en un même endroit. Ce qui nous a frappé aussi hier, c'est toutes les personnes, le monde que nous avons rencontré. C'était un jour de fête, un jour férié hier et pourtant il y avait beaucoup de monde. On a croisé par exemple une dame qui venait ici pour la première fois avec ses 3 filles parce qu'elle voulait leur montrer, leur expliquer, qu'elles se rendent compte vraiment de ce qui s'était passé il y a presque un an. On voit donc ce site du Festival Nova qui est devenu un endroit emblématique de ces attaques du 7 octobre. Et c'est là d'ailleurs qu'il y aura une grande commémoration dès lundi matin avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Restez avec nous dans un instant, évidemment. Nous reviendrons sur ces déclarations du président français Emmanuel Macron qui, aujourd'hui, a déclaré qu'il pensait que la priorité était de revenir à une solution politique et à la cessation de la livraison des armes pour mener les combats sur Gaza. On parle donc du Proche-Orient et de ce qui se joue sur Gaza. On en parle dans un instant dans tous les détails. À tout de suite.